Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Ils ont félicité ma femme aux funérailles de son père avant même que son cercueil ne touche le sol. 5 jours plus tard, elle m'a licencié devant le conseil d'administration qu'elle pensait contrôler. Mon fils a voté pour mon renvoi. Ma femme a célébré cela dans mon fauteuil avec le scotch de mon beau-père. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait lundi. Je m'appelle James Stratton. J'ai 47 ans et j'ai passé les 23 dernières années à construire quelque chose qui, je le pensais, me survivrait. Pas seulement une entreprise, un héritage. Mon beau-père, Richard Hartley, a fondé Hartley Medical System en 1981. Équipement d'imagerie médicale, machines de diagnostic, le genre de technologie que l'on trouve dans les hôpitaux de 48 États. Quand j'ai épousé sa fille, Victoria, en 2001, j'étais ingénieur système avec un diplôme de Stanford et assez d'arrogance pour penser que je pourrais révolutionner l'industrie. Richard a vu quelque chose en moi. Il a dit que je lui rappelais lui-même à 30 ans. Il n'était pas très sentimental, mais il croyait en la compétence et j'étais compétent. En 2007, quand l'entreprise a eu besoin de capitaux pour survivre à la crise financière, je ne me suis pas contenté de faire un chèque. J'ai restructuré toute l'opération, renégocié les contrats fournisseurs, rationalisé la production, réduit les frais généraux de 38% sans licencier un seul ouvrier. Richard appelait ça de la magie. J'appelais ça des mathématiques. Nous avons survécu alors que 3 de nos concurrents ont fait faillite. Victoria s'est attribué le mérite d'avoir soutenu l'entreprise familiale. Elle dirigeait le département marketing, ce qui consistait principalement à approuver des campagnes publicitaires créées par d'autres et à assister à des vernissages de galeries avec des clients potentiels. Nous avons 2 enfants. Brandon a 22 ans, il travaille au développement commercial chez Hartley Medical, l'idée de son grand-père, pas la mienne. Emily a 19 ans, elle est en 2e année à Northwestern et étudie le journalisme. Ce sont tous les 2 de bons enfants, cependant. Brandon a le talent de sa mère pour cerner une pièce et jouer avec le public. Emily a mon entêtement. Je n'avais pas réalisé à quel point cela compterait jusqu'à la semaine dernière. Les funérailles de Richard ont eu lieu un jeudi. Mise en scène comme un lancement de produit. Victoria portait des perles Chanel et cette expression de chagrin digne et étudiée qu'elle avait probablement répétée devant un miroir. Le service a eu lieu au Riverside Memorial, le lieu onéreux avec les jardins bien entretenus et le petit pont au-dessus du bassin de Carp-Coy. 200 personnes se sont présentées, des membres du conseil d'administration, des investisseurs, des médecins qui avaient acheté nos équipements, des politiciens auxquels Richard avait fait des dons au fil des ans. J'ai compté 14 personnes qui ont félicité Victoria avant même que le cercueil de Richard n'atteigne le corbillard. 14, Madame la PDG, a chuchoté un membre du conseil d'administration en lui serrant le coude comme si elle venait de remporter un prix. Elle a souri de ce sourire d'entreprise, celui qu'elle utilisait lors des appels avec les investisseurs. Chaleureux, mais pas trop. Confiant, mais pas arrogant. Travailler. Mon nom n'était pas dans le programme. Ma chaise n'était pas au premier rang. C'était réservé à Victoria, Brandon et au président du conseil d'administration. Je me suis assis 3 rangées plus loin, à côté d'Emily, qui n'arrêtait pas de me serrer la main. Elle savait. 19 ans, et elle pouvait lire l'atmosphère mieux que son frère ne le ferait jamais. Victoria a prononcé un éloge funèbre. Elle a parlé d'héritage, de vision, de l'avenir de Hartley Medical System. Elle n'a jamais mentionné que j'avais sauvé l'entreprise. Elle n'a jamais mentionné les semaines de 70 heures que j'avais faites. Le fournisseur à Munich que j'avais pris l'avion pour rencontrer à 2 heures du matin à cause du décalage horaire. La chaîne de production que j'avais personnellement repensée pour réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Juste l'héritage, la vision, l'avenir. Après avoir descendu le cercueil, les gens ont formé une ligne de réception. Victoria se tenait au centre, acceptant les condoléances comme elle acceptait un héritage, ce qu'elle pensait recevoir, j'imagine. Brandon se tenait à côté d'elle, jouant le fils parfait, serrant la main des mêmes membres du conseil d'administration qui avaient oublié mes contributions. Emily est restée avec moi. Papa, a dit Emily doucement. Pourquoi n'es-tu pas là-haut? Parce que je n'y ai pas été invitée, ai-je répondu. Elle m'a regardé. Ses yeux perçants qui ne manquaient rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant, lui ai-je dit. Mais ça viendra. L'effondrement a commencé avant même que le corps de Richard ne soit froid.
Lundi matin, j'ai essayé de me connecter à ma boîte mail. Mot de passe invalide. Je l'ai réinitialisé. Protocole informatique standard. Mais à midi, mon accès aux bases de données financières avait été révoqué. Dès mardi, des invitations à des réunions que j'avais envoyées la semaine précédente ont été mystérieusement annulées et reprogrammées sans notification. Les gens ont arrêté de me mettre en copie sur les chaînes de courriel que j'avais commanditées. Mercredi matin, j'ai conduit jusqu'au siège de Hartley Medical à Foster City comme je le faisais depuis 23 ans. Mon badge a fonctionné à l'entrée principale, mais quand j'ai essayé d'accéder à l'étage de la direction, le lecteur a clignoté en rouge, accès refusé. Janet, la responsable de la sécurité, avait l'air gênée. Elle y travaillait depuis 1998. Monsieur Stratton, je suis désolé, mais vos accès de direction sont en cours de révision. C'est indiqué que c'est temporaire, juste pendant la transition. La transition vers quoi, lui ai-je demandé. Elle fuyait mon regard. Je n'ai pas de détails, monsieur, mais je peux vous escorter à l'étage si vous en avez besoin. Je n'avais pas besoin d'escorte dans mon propre bâtiment, mais j'ai accepté. Janet m'a accompagné à l'ascenseur, a passé sa carte et a appuyé sur le 5. La montée fut silencieuse, à l'exception du bourdonnement mécanique. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu mon bureau, celui que j'occupais depuis 2004, la porte grande ouverte et 2 personnes à l'intérieur en train de mettre des dossiers dans des cartons. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la salle de conférence où devait avoir lieu notre réunion hebdomadaire sur les opérations. À travers la paroi de verre, j'ai vu Victoria en bout de table. Mon siège. Brandon était assis à sa droite, prenant des notes. 8 autres cadres occupaient les chaises restantes. Ma chaise n'y était pas. Il l'avait enlevée. Victoria m'a vu à travers la vitre. Nos regards se sont croisés pendant peut-être 3 secondes. Puis elle s'est retournée vers sa présentation, pointant du doigt une diapositive que j'avais créée le mois dernier sur les projections du 4e trimestre. Elle a continué à parler. Personne ne m'a regardé. Je suis resté là assez longtemps pour me sentir ridicule, puis je suis retourné à mon bureau. Les 2 personnes qui emballaient les dossiers se sont arrêtées à mon entrée. L'un était des RH, un jeune nommé Derek qui avait été embauché il y a 6 mois. L'autre était l'assistante de Victoria, Melissa. Monsieur Stratton, a dit Derek nerveusement. Nous regroupons juste quelques dossiers en double pour la transition. Ce ne sont pas des doublons, ai-je dit calmement. Ce sont des originaux. Les contrats fournisseurs de 2007 à 2012. Les demandes de brevets que j'ai déposées personnellement. Mes notes de recherche. Madame Stratton a demandé que tous les documents de la direction soient centralisés, a dit Melissa. Pas Victoria. Madame Stratton. J'ai pris une photo encadrée sur mon bureau. La remise des diplômes du lycée d'Émilie il y a 4 ans. Elle portait sa toche bleue, tenant son diplôme, souriant à quelque chose que j'avais dit. Je l'ai mise dans ma mallette. Vous pouvez garder le reste, leur ai-je dit. Jeudi, ils ont changé ma place de parking. J'avais le même emplacement depuis 15 ans. 3e rangée, place 47, juste près de l'entrée sud. Quand je suis arrivé ce matin-là, il y avait une Honda Civic à ma place et un nouveau panneau, réservé, V. Stratton. Ma nouvelle place était au 5e niveau du parking, celui où les néons clignotent et où les ascenseurs sont toujours en panne. Je ne me suis pas plaint. Je me suis juste garé et j'ai descendu 5 volets d'escalier. Vendredi matin, la sécurité n'a pas pu trouver les identifiants de mon badge dans le système. Je suis désolé, monsieur Stratton, a dit le garde, un nouveau, plus jeune, qui ne me connaissait pas, vous allez devoir vous inscrire comme visiteur. J'ai signé sur un registre. Visiteur dans l'entreprise que j'avais sauvée. Le lundi matin est arrivé avec ce genre de silence qui précède les tempêtes. Je portais un costume. Le Tom Ford gris anthracite que Victoria m'avait acheté pour notre 20e anniversaire, à l'époque où elle prétendait encore que nous étions partenaires. Je suis arrivé chez Hartley Medical à 8h45, j'ai signé en tant que visiteur pour le 5e jour consécutif, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction. La salle de conférence était déjà occupée. À travers les parois de verre, je pouvais voir tout le conseil d'administration assis autour de la table. 9 personnes. Victoria était assise en bout de table, Brandon à sa droite. La chaise en face d'elle. Mon ancienne place pendant les réunions du conseil était visiblement vide. À 9h03,
l'assistante de Victoria a ouvert la porte. Monsieur Stratton, ils sont prêts à vous recevoir. Je suis entré. Personne ne s'est levé. Personne ne m'a serré la main. Le président du conseil, Thomas Reeves, un homme avec qui je jouais au golf depuis 15 ans, a fait un geste vers la chaise vide. James, asseyez-vous, s'il vous plaît, a dit Thomas. Sa voix avait cette douceur étudiée que les gens utilisent avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je me suis assis, j'ai regardé autour de la table. La moitié de ces personnes devaient leur poste à des recommandations que j'avais faites. La directrice financière, Patricia Vaughn, fuyait mon regard. Le directeur de la R&D, quelqu'un que j'avais personnellement encadré, étudiait sa tablette comme si elle contenait les secrets de l'univers. James, a commencé Thomas, nous apprécions tout ce que vous avez apporté à Hartley Medical au fil des ans. Votre expertise technique a été inestimable. Temps passé, toujours un signe révélateur. Cependant, a-t-il poursuivi, compte tenu de la récente restructuration organisationnelle et du réalignement stratégique sous la direction de Victoria, le Conseil a pris la difficile décision de mettre fin à vos fonctions avec effet immédiat. La pièce est devenue silencieuse. J'ai compté jusqu'à 5 dans ma tête. Laissez le moment respirer. Puis j'ai souri. Pas un grand sourire, juste assez pour faire trembler l'œil gauche de Thomas. Bien sûr, ai-je dit. Je comprends parfaitement. L'expression de Victoria a vacillé. Elle s'attendait à autre chose. De la colère, peut-être des supplications. Certainement pas de l'approbation. Votre indemnité de licenciement est assez généreuse, a dit rapidement Patricia, en faisant glisser un dossier sur la table. 6 mois de salaire, maintien des avantages sociaux pendant 1 an, et acquisition intégrale de votre compte de retraite. Je n'ai pas touché le dossier. C'est très attentionné. Nous aurons besoin de vos identifiants d'accès au bâtiment, et de tout bien appartenant à l'entreprise d'ici la fin de la journée, a ajouté Thomas. Absolument. Ai-je dit, je remettrai tout à la sécurité d'ici midi. Brandon a bougé sur son siège. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il regardait quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Bien. Il devait être mal à l'aise. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, a demandé Victoria. Sa voix était froide, une voix contrôlée de PDG. Je me suis levé lentement et j'ai boutonné la veste de mon costume. Juste une chose. Tout le monde s'est légèrement penché en avant. En attente. Merci pour cette opportunité, ai-je dit. Ça a été instructif. Je suis sorti avant que quiconque ne puisse répondre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le bouton et je suis descendu jusqu'à ma voiture. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emily. Papa, Brandon vient de m'envoyer un message. Il a dit qu'ils t'ont viré. Est-ce que ça va? J'ai répondu, très bien. Lundi sera intéressant. Elle a répondu immédiatement, qu'est-ce qui se passe lundi? La justice, ai-je écrit. Mais d'abord, il fallait que je vide mon bureau. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai récupéré mes affaires personnelles méthodiquement. La photo d'Emily, un presse-papier que Douglas m'avait donné, un morceau de titane poli de notre premier prototype réussi, mon diplôme du MIT. Rien d'autre ne m'appartenait de toute façon. Le bureau semblait petit ou vide. Ou peut-être que je l'avais tout simplement dépassé. À 11h47, j'avais terminé. J'ai laissé mon badge d'accès sur le bureau, mon ordinateur portable d'entreprise, mon pass de parking. Je suis sorti en portant un seul carton. La réceptionniste, Martha, avait les larmes aux yeux. Monsieur Stratton, ce n'est pas juste. C'est exactement ce qu'il faut, lui ai-je dit. Croyez-moi, la maison était trop calme quand je suis arrivé. La Mercedes de Victoria n'était pas dans l'allée. Elle était encore au bureau, probablement en train de célébrer, mais sa présence s'attardait. Des fleurs fraîches dans le hall, le genre qu'elle n'achetait que pour les grandes occasions. Une bouteille de Macallan 25 ans sur la desserte, à moitié vide. Le scotch préféré de Richard. Elle avait porté un toast à sa victoire. J'ai traversé la maison que nous avions achetée ensemble en 2005, 4000 pieds carrés à Atherton adossé à la réserve naturelle. Nous y avions organisé des dizaines de dîners d'entreprise. Richard s'était assis dans le salon chaque Thanksgiving, buvant du bourbon et racontant des histoires sur les débuts de Hartley Medical.
C'est dans ce salon que je l'ai trouvée. Victoria était assise dans mon fauteuil en cuir. Celui que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères en 2008, celui dont elle avait toujours dit qu'il était trop masculin pour la pièce. Elle ne s'y était jamais assise auparavant. Pas une seule fois en 17 ans. Elle tenait un verre en cristal à la main, un fond de ce Macallan. Elle avait enlevé ses chaussures, ses pieds en bas repliés sous elle. Elle avait l'air à l'aise, sûre de son bon droit. C'est mieux pour nous deux, a dit Victoria sans lever les yeux. Elle faisait tourner doucement le scotch dans son verre. Tu seras plus heureux en dehors de la structure de l'entreprise. Tu n'as jamais vraiment eu l'étoffe d'un dirigeant. J'ai posé mon carton près des escaliers. Vraiment? Tu es brillant techniquement, a-t-elle continué. Mais tu manques de vision, de stratégie. Mon père l'a vu aussi. Vers la fin, il savait que l'entreprise avait besoin de quelqu'un qui puisse voir les choses en grand. Ton père t'a dit ça, ai-je demandé. Il n'avait pas besoin de me le dire, a-t-elle répondu. Je pouvais le voir. La façon dont il a commencé à me consulter davantage, à m'inclure dans les discussions du conseil. Il me préparait à diriger. Je me suis dirigé vers les escaliers, je me suis arrêté à mi-chemin, me tournant légèrement. T'es-tu déjà demandé pourquoi il m'a donné ce coffre-fort de bureau, ai-je demandé. Sa main s'est arrêtée de remuer son verre. Quel coffre-fort? Celui de mon bureau. Le biométrique. Verrouillé sur mon empreinte digitale. Ton père l'a installé personnellement en 2012. Il a dit que c'était pour des documents importants. Son expression a changé. Pas tout à fait inquiète, mais presque. Quel document, a demandé Victoria. Ce que tu aurais dû lire avant de me virer, ai-je répondu. J'ai continué à monter les escaliers, la laissant assise dans mon fauteuil avec le scotch de son père décédé, ivre d'un pouvoir qu'elle croyait sien. Derrière moi, j'ai entendu le verre teinter contre la table d'appoint. Je l'ai entendu se lever, ses bas glissant sur le parquet. James, a-t-elle appelé en haut des escaliers. Quel document? Je n'ai pas répondu. Je suis simplement entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai appelé Arthur Hastings, l'avocat personnel de Richard, celui qui avait rédigé les documents dont Victoria ignorait l'existence. Arthur, ai-je dit quand il a décroché, il est temps. Lundi, a-t-il demandé. Lundi, ai-je confirmé. 9 heures précises. Dimanche soir, j'ai rencontré Arthur Hastings à son cabinet privé à Palo Alto. Le bâtiment était l'une de ces maisons victoriennes restaurées nichées entre les tours de verre et les start-up technologiques. Facile à rater si vous ne saviez pas ce que vous cherchiez. Une plaque en laiton près de la porte indiquait « Hastings et associés, droit des successions » en lettres si petites qu'elles décourageaient les passants. Arthur avait été l'avocat personnel de Richard pendant 43 ans. Il s'était occupé de son testament, de ses fiducies, de son divorce houleux avec sa première femme dans les années 80. Quand Richard appelait quelqu'un « la famille », ça voulait dire quelque chose. Arthur, c'était la famille. Il attendait dans son bureau à mon arrivée. 71 ans, des cheveux argentés, des lunettes à monture métallique, portant un cardigan qui avait probablement coûté cher en 1987. Une mallette en cuir usé reposait sur son bureau comme un chien fidèle. « James », a dit Arthur en se levant pour me serrer la main. Sa poigne était ferme, assurée. J'attendais cet appel depuis 6 ans. Richard vous a dit que ça arriverait, ai-je demandé. Il m'a dit exactement quand cela arriverait, a répondu Arthur. Il a dit, quand je serai mort et que Victoria le licenciera, c'est là que tu ouvriras la chambre forte. Il a déverrouillé la mallette et en a sorti un épais classeur en cuir, le genre avec des coins en laiton et un fermoir qui semblait appartenir à un musée. Puis est venue une enveloppe scellée, un seau de cire rouge, avec mes initiales pressées dedans. Arthur les a fait glisser sur le bureau. Tout est intact, a-t-il dit. J'ai tout revu encore vendredi. Pas un seul document n'a été contesté ou remplacé. Richard était méticuleux. J'ai ouvert le classeur. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents organisés avec des onglets de couleur, des accords de transfert, des contrats d'achat d'actions, certains datant de 2007, d'autres plus récents. Tous signés, notariés, avec des témoins. Le transfert d'actions fondateur, a dit Arthur en tapotant la première section. Quand Hartley Medical a eu besoin de capitaux en 2007, vous avez apporté 12 millions de dollars. Richard a structuré cela comme un achat d'actions, pas comme un prêt.
29% du capital, droit de vote inclus. Je m'en souvenais. Victoria était enceinte d'Emily. Nous avions utilisé ma prime de signature issue de la vente d'un brevet. De l'argent que j'avais économisé pour une maison. Richard m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit, « Cela fait de toi un membre de la famille de la seule façon qui compte. » Au cours des 16 années suivantes, a poursuivi Arthur, vous avez acquis des parts supplémentaires par le biais de divers véhicules, des partenariats silencieux, des comptes de garde, des structures de fiducie, tous autorisés par Richard, tous documentés. Il a tourné vers un autre onglet, la clause d'équité matrimoniale. Lors de votre mariage avec Victoria en 2001, Richard a établi une fiducie de protection du conjoint. Si le mariage prenait fin ou s'il y avait des malversations d'entreprise prouvées affectant les intérêts familiaux, certaines actions étaient automatiquement transférées à la partie lésée. Combien d'actions au total, ai-je demandé. Arthur a sorti une feuille de calcul et l'a fait glisser vers moi. Des chiffres en colonnes bien nettes, des pourcentages, des dates, des signatures. 62%, a-t-il dit. Vous contrôlez 62% des actions avec droit de vote de Hartley Medical System. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de l'horloge antique sur son étagère, qui faisait tic-tac comme un battement de cœur. Elle ne le sait pas, ai-je dit. Personne ne le sait à part vous, moi et le fiduciaire de Wells Fargo qui gère les comptes de holding, a confirmé Arthur. Richard le voulait ainsi. Il appelait ça sa police d'assurance. Contre quoi? Contre le fait que sa fille devienne quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, a dit doucement Arthur. Il aimait Victoria, mais il voyait ce qu'elle devenait. Ambitieuse sans substance. Persuadé que tout lui est dû sans effort. Il m'a dit un jour, si elle essaie d'effacer James, elle efface le mauvais homme. J'ai pris l'enveloppe scellée, j'ai brisé la cire. À l'intérieur se trouvait une seule feuille du papier à lettres personnelles de Richard, son écriture à l'encre bleue. James, si tu lis ceci, je ne suis plus là et ma fille a fait une terrible erreur. Je suis désolé de ne pas avoir pu la réparer. J'ai essayé. Ce que je pouvais réparer, c'était une entreprise. Elle est à toi maintenant. Ne la laisse pas détruire ce que nous avons construit. Richard. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Quel est le plan, a demandé Arthur. Demain matin, nous déposons un avis de convocation pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ai-je dit. Clause 12C des statuts de l'entreprise. Exige la réunion immédiate du conseil d'administration lorsque l'actionnaire majoritaire demande une révision de la restructuration. Ils vont s'y opposer, a prévenu Arthur. Qu'ils essaient, ai-je dit. Les documents sont inattaquables. Vous vous en êtes assuré. Arthur a souri. La première expression sincère que je voyais de sa part. Votre beau-père ne m'a pas engagé pour ma personnalité. Il m'a engagé parce que je ne perds jamais. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue chaque document, chaque signature, chaque éventualité. Au moment où je suis parti, il était plus de minuit. Les lumières de la ville clignotaient en bas comme un circuit imprimé s'allumant pour la bataille. J'ai envoyé un texto à Emily, demain, tout change. Elle a répondu instantanément, bien. Maman est insupportable depuis les funérailles. Elle est sur le point d'empirer, ai-je tapé. Puis elle sera sur le point de se taire. À exactement 9h01 le lundi matin, le courriel est arrivé dans la boîte de réception de chaque membre du conseil d'administration simultanément. Objet, avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire, clause 12C. Je n'étais pas là pour voir leur visage, mais Arthur avait décrit ce qui allait se passer. La confusion initiale, la deuxième lecture, plus lente cette fois. La prise de conscience que l'email était chirurgical. Au conseil d'administration de Hartley Medical System. Conformément à la clause 12C des statuts modifiés en 2012. L'actionnaire majoritaire sous-signé exige par la présente une assemblée extraordinaire pour aborder les points suivants. 1. Dissolution immédiate des nominations exécutives actuelles. 2. Révision de toutes les distributions de capitaux propres et des droits de vote. 3. Restructuration de la composition et de la direction du conseil d'administration. Réunion convoquée aujourd'hui, lundi 9 décembre, à 12h. La présence dans la salle du conseil est obligatoire conformément aux droits des actionnaires. Cordialement, James Stratton, actionnaire majoritaire. Hartley Medical System. Les pièces jointes étaient pires. 12 fichiers PDF,
chacun d'eux étant une véritable mine juridique, des accords de transfert d'actions, des contrats d'achat d'actions, la documentation de la fiducie montrant ma participation de contrôle de 62%, notariée, avec témoin, datée, inattaquable. À 9h07, mon téléphone a commencé à sonner. Victoria. Je n'ai pas répondu. À 9h12, Thomas Reeves a appelé. J'ai laissé un message sur le répondeur. À 9h18, Patricia Vaughn m'a envoyé un SMS, « James, il faut qu'on parle. Cela ne peut pas être légitime. » J'ai répondu, à midi. Arthur a appelé à 9h23. La directrice financière vient de me contacter pour exiger une vérification. Je lui ai envoyé les relevés de fiducie de Wells Fargo et les accords de transfert originaux de 2007. Elle a raccroché sans dire au revoir. Combien de temps avant que Victoria ne vous appelle, ai-je demandé. Elle l'a déjà fait. 3 fois. Je n'ai pas répondu. À 9h31, Emily a appelé. Papa, Brandon vient de débarquer à mon appartement. Il panique. Il dit, tu essaies de voler l'entreprise. Je ne vole rien du tout, ai-je dit. Je reprends ce qui m'appartient. Il dit, maman fait une dépression nerveuse. Elle jette des affaires dans son bureau. Emily, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Un moment de silence. Puis, je t'ai toujours fait confiance, papa. Tu es le seul qui ne m'ait jamais menti. À 10h15, des coursiers assermentés sont arrivés au siège de Hartley Medical avec des copies physiques de la notification. Des dossiers noirs, du papier de qualité supérieure, le genre qui indique que ce n'est pas négociable. Un pour chaque membre du conseil, remis en main propre, accusé de réception signée exigée. La réceptionniste, Martha, m'a dit plus tard que Victoria avait intercepté le sien dans le hall. Elle l'a ouvert sur place, debout près du ficus artificiel. A lu la première page, puis la seconde. Son visage est passé de la confusion à une pâle prise de conscience. Est-ce légal? Avait demandé Victoria à Martha, comme si la réceptionniste pouvait le savoir. Martha avait haussé les épaules. Madame, je me contente de répondre au téléphone. À 11h03, l'avocat de Victoria a appelé Arthur, a exigé de savoir d'où venaient les actions, qui avait autorisé les transferts, s'il y avait eu des vices de procédure. La réponse d'Arthur fut un chef-d'œuvre de brièveté juridique. Chaque document a été exécuté par Richard Hartley personnellement, déposé auprès des organismes de réglementation appropriés et détenu en fiducie conformément aux droits des sociétés de Californie. Si vous souhaitez contester leur validité, on se verra au tribunal. Sinon, à midi. À 11h47, je suis arrivé chez Hartley Medical. Je suis passé par l'entrée principale. Les yeux de Martha se sont écarquillés. Monsieur Stratton, a-t-elle dit doucement. Dois-je? Pas de badge visiteur aujourd'hui, Martha, ai-je dit. Plus maintenant. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Les portes de la salle du conseil de direction étaient fermées, mais je pouvais voir des formes bouger à l'intérieur à travers le verre dépoli. Tous, chaque membre du conseil. Victoria en bout de table, le téléphone pressé contre l'oreille, gesticulant frénétiquement. J'ai regardé ma montre. 11h53 à midi pile, j'ai ouvert les portes et je suis entré. La salle du conseil a plongé dans le silence. 12 personnes, une chaise vide en bout de table où se tenait Victoria, et moi sur le pas de la porte. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Cette réunion viole tous les protocoles de gouvernance d'entreprise, a déclaré Victoria, la voix tranchante mais contrôlée. Je suis toujours la PDG par intérim. Aucun vote ne peut avoir lieu sans un préavis approprié et l'approbation du conseil d'administration. Margaret Vickers, l'administratrice de la fiducie que Richard avait embauchée en 2010, était assise à l'autre bout de la table. Elle avait 67 ans, des cheveux argentés, tirés en arrière, des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle administrait la fiducie de la famille Hartley depuis 14 ans et avait exactement une tolérance zéro pour les bêtises. Il détient une participation majoritaire, a déclaré Margaret sans lever les yeux des documents devant elle. Conformément à la clause 12C. Cette réunion est valide. Les mains de Victoria se sont crispées sur le dossier de la chaise. C'est impossible. La structure de propriété est un document public enregistré auprès de la SEC. Margaret l'a interrompu.
James Stratton possède 62% des actions avec droit de vote. Et ce, depuis 2019. Date à laquelle le transfert final de la fiducie a été exécuté. Vous en possédez 18% par héritage. Votre fils Brandon en possède 6% offert par son grand-père. Emily en possède 7%. Les 7% restants sont répartis entre des actionnaires privilégiés sans droit de vote. Brandon a pâli. Il griffonnait des notes sur sa tablette, mais sa main s'était figée au milieu d'un mot. Thomas Reeves s'éclaircit la gorge. James, nous pouvons sûrement discuter de cela en privé. Arriver à une sorte d'arrangement. Tous ceux qui sont en faveur de la motion visant à restructurer la direction exécutive actuelle, a déclaré Margaret, le coupant, conformément à l'autorité de l'actionnaire majoritaire. Personne ne bougea. Le silence s'étira comme un fil sur le point de casser. C'est un vote, a poursuivi Margaret. Levez la main si vous soutenez la motion de restructuration. Patricia Vaughan a levé la main en premier, puis le directeur de la RD, puis 3 autres en succession rapide. Une à une, les mains se sont levées. Même Thomas, après une longue pause, a levé la main lentement. La bouche de Victoria s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda autour de la table les personnes qui avaient trinqué à sa nomination 6 jours plus tôt. Absolument tous avaient la main levée. Unanimité, a déclaré Margaret, en prenant une note. La motion est adoptée. Victoria Stratton est démise de ses fonctions de PDG. Avec effet immédiat. Toutes les nominations exécutives intérimaires sont révoquées dans l'attente d'un examen. C'est de la folie. Victoria a finalement retrouvé sa voix. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit calmement. Et je l'ai fait. Brandon s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que ton grand-père voulait que je fasse, ai-je répondu. Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Tu ne travailles même plus ici, a dit Victoria. Et je pouvais entendre le désespoir s'immiscer dans son ton. Je n'ai jamais cessé de travailler ici, ai-je corrigé. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu étais aux commandes. Margaret a fait glisser un dossier sur la table vers moi. Signé ici, Monsieur Stratton. Ces documents officialisent votre poste de président et PDG. Je me suis avancé vers la table, j'ai pris le stylo qu'elle me tendait. J'ai signé mon nom sur 3 pages distinctes. Le stylo produisait le seul son dans la pièce, grattant sur le papier de qualité supérieure comme le marteau d'un juge. Quand j'ai levé les yeux, Victoria me fixait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas exactement de la colère, quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme si elle venait de découvrir que la gravité fonctionnait différemment de ce qu'elle pensait. Le conseil se réunira à nouveau mercredi à 9h, ai-je dit. Patricia, j'aurai besoin d'un bilan financier complet d'ici demain. Thomas, auditez les décisions de la direction des 6 derniers mois. Pour tous les autres, vos postes sont garantis, en attendant une évaluation de vos performances. J'ai regardé Victoria. Tu es la bienvenue pour assister à la réunion de mercredi en tant qu'actionnaire minoritaire, mais tu devras t'asseoir dans la galerie, pas à la table. Brandon a attrapé le bras de sa mère. Maman, allons-y, s'il te plaît. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait argumenter, qu'elle allait faire un scandale. Au lieu de cela, elle a pris son téléphone et son porte-documents, a lissé sa veste et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée près de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum, le même qu'elle portait le jour de notre mariage. Tu as planifié ça, a-t-elle chuchoté. Tout ça? Non, ai-je répondu. Ton père l'a planifié. J'ai juste exécuté. Elle est partie sans un autre mot. Brandon la suivait comme une ombre. À travers la paroi de verre, je les ai regardés marcher jusqu'à l'ascenseur. Victoria se tenait parfaitement droite, le menton haut, incarnant pleinement la PDG qu'elle prétendait être. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et elle avait disparu. À 16h, la nouvelle avait fuité. Quelqu'un du conseil d'administration, je parierais sur Patricia, qui n'avait jamais aimé Victoria, avait informé un journaliste économique du San Francisco Chronicle. Le titre est apparu sur le site web à 16h17, la PDG de Hartley Medical évincée lors d'un coup d'état d'actionnaire, le gendre du fondateur prend le contrôle. L'article était étonnamment précis. Il mentionnait la réunion d'urgence du conseil, la participation de 62%, l'éviction de Victoria. Ce qui l'a rendu viral,
c'est le dernier paragraphe, une citation d'une source anonyme décrivant mon licenciement par Victoria 5 jours plus tôt comme « l'erreur la plus coûteuse de l'histoire des entreprises de la baie de San Francisco ». À 16h30, l'histoire avait été reprise par TechCrunch et Business Insider. À 17h, c'était en tendance sur LinkedIn. Quelqu'un avait trouvé notre photo de mariage. Victoria dans cette robe à $18 000 et moi dans un smoking de location qui ne m'allait pas très bien. La légende, devinez qui a vraiment fait un mariage d'argent? Mon téléphone a commencé à vibrer vers 17h15. Des SMS d'anciens collègues, d'investisseurs, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. La plupart me félicitaient. Quelques-uns cherchaient clairement à obtenir des informations privilégiées. Émilie a appelé à 17h42. Papa, c'est partout. Brandon perd la tête. Maman s'est enfermée dans son bureau et refuse de parler à qui que ce soit. Comment vas-tu, lui ai-je demandé. Je vais bien, a dit Émilie. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. En fait, je vais vraiment bien. Grand-père disait toujours que tu étais la personne la plus intelligente de la pièce. Je suppose qu'il ne plaisantait pas, ta mère a fait son choix. Émilie m'a interrompu. J'ai fait le mien aussi. Je suis fier de toi, papa. Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Merci, ma chérie. Il y a quelque chose que tu dois savoir, a dit Émilie. Brandon m'a montré une note que maman a écrite il y a 6 mois. Elle prévoyait de te forcer à partir avant même la mort de grand-père. Elle avait toute la stratégie en tête. 6 mois, alors que Richard était encore en vie et luttait contre le cancer, Victoria avait planifié mon éviction. Où Brandon a-t-il trouvé cette note, ai-je demandé. Il l'a trouvée dans le bureau de maman après la réunion du conseil. Il est vraiment secoué, papa. Je crois qu'il commence à réaliser qui elle est. À 18h03, l'avocat de Victoria, un requin tiré à 4 épingles nommé Preston High, a envoyé à Arthur une lettre de mise en demeure exigeant que nous retirions toutes les allégations diffamatoires et que nous rétablissions Victoria dans ses fonctions. Arthur a répondu par un email d'une seule phrase. On se verra au tribunal, maître. Apportez de la documentation. Les vrais dégâts ont commencé à apparaître vers 19h. Un blogueur spécialisé dans les drames d'entreprise avait d'une manière ou d'une autre obtenu un email interne que Victoria avait envoyé 3 mois plus tôt. Objet, examen de l'efficacité opérationnelle. Dedans, elle me décrivait comme des frais généraux hérités et suggérait que mes contributions techniques, bien qu'historiquement significatives, ne s'alignaient plus sur notre vision stratégique. Frais généraux hérités. L'homme qui avait sauvé l'entreprise était une charge inutile. Le blogueur a publié cela avec le titre « Comment insulter votre actionnaire majoritaire, une étude de cas sur la stupidité en entreprise ». Et ça a empiré. À 19h34, quelqu'un a fait fuiter un enregistrement de la réunion du conseil d'administration où Victoria m'avait licencié. Je ne sais pas qui l'a enregistré. Probablement le téléphone de quelqu'un sous la table, mais la qualité audio était assez claire. La voix de Victoria, froide et formelle, nous mettons fin à vos fonctions avec effet immédiat. Puis ma réponse, calme, mesurée, presque amusée, bien sûr. Je comprends parfaitement. Lundi sera intéressant. Cet extrait est devenu viral. À 20h, il comptait un demi-million de vues sur Twitter. Les gens en faisaient des mèmes. Lundi sera intéressant est devenu instantanément une phrase culte pour parler d'une vengeance inattendue. À 20h47, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Monsieur Stratton, une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. C'est Jennifer Cole de l'émission 60 minutes. Nous aimerions vous parler pour faire un reportage sur la gouvernance d'entreprise et les entreprises familiales. Seriez-vous intéressé? Pas pour le moment, ai-je répondu. Mais merci. Si vous changez d'avis. Je n'en changerai pas, ai-je dit, et j'ai raccroché. La maison était calme quand je suis rentré à 21h30. La voiture de Victoria n'était plus là. Son placard était à moitié vide. Elle avait pris des vêtements, ses affaires de toilette, sa boîte à bijoux. Et avait laissé tout le reste. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine, son écriture pointue et pleine de colère. Ce n'est pas fini. Je l'ai froissé et l'ai jeté à la poubelle. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily, maman est au Four Seasons.
Brandon est avec elle. Je reste chez Sarah ce soir. Tu vas bien? J'ai répondu, je vais bien. Repose-toi. La journée de demain va être chargée. Je me suis versé un fond de ce Macallan, la bouteille dans laquelle Victoria avait bu, et je me suis assis dans mon fauteuil, dans ma maison, dans mon entreprise. Le silence avait le goût de la victoire. La réunion du conseil de mercredi a commencé à 9 heures précises. Je suis arrivé 15 minutes en avance, portant le vieux porte-document en cuir de Richard, celui qu'il avait utilisé pendant 40 ans, poli par l'usure au coin, avec ses initiales gravées en or qui avaient pâli pour devenir bronze. La salle du conseil semblait différente maintenant. Mon nom était sur la plaque de la porte. Président et PDG. La chaise en bout de table était la mienne, non pas par vol, mais grâce à des documents plus anciens que les ambitions de Victoria. Patricia avait préparé le bilan financier. Elle l'a fait glisser sur la table au fur et à mesure que les membres du conseil entraient. 9 personnes, les mêmes visages que lundi, une énergie différente. Ils savaient qui était aux commandes. Maintenant, avant de commencer, ai-je dit, je veux aborder la question du fonds de pension. La pièce s'est figée. La mâchoire de Patricia s'est contractée. Au cours des 8 derniers mois, ai-je continué, 4,2 millions de dollars ont été transférés du fonds de retraite des employés vers un compte discrétionnaire étiqueté flexibilité opérationnelle de la direction. Pouvez-vous expliquer cela, Patricia? Elle s'éclaircit la gorge. Ces transferts ont été autorisés par la PDG par intérim comme des prêts à court terme pour couvrir les déficits de trésorerie pendant la période de transition. Victoria a autorisé le pillage du fonds de pension, ai-je demandé. Elle a dit que c'était temporaire. Que l'argent serait remplacé dans les 60 jours. Ça fait 8 mois, ai-je dit. Où est l'argent? Patricia a sorti un autre dossier et me l'a fait glisser. Des relevés bancaires, des virements, une trace écrite qui menait exactement là où je le pensais. Victoria avait utilisé l'argent de la pension pour financer des contrats de conseil avec des entreprises qui n'existaient pas. Des sociétés écrans, sa caisse noire personnelle. C'est un détournement de fonds, a dit doucement Thomas Reeves. C'est une fraude fédérale, ai-je corrigé. Et chaque personne dans cette pièce qui était au courant en partage la responsabilité. Je ne savais pas, a dit rapidement Patricia. Je l'ai découvert lundi quand j'ai commencé l'audit. J'allais le signaler. Vraiment, ai-je demandé. Où alliez-vous l'enterrer comme vous avez enterré les autres irrégularités? Son visage a pâli. Je n'allais pas, vous êtes suspendu, ai-je dit. Dès maintenant, en attendant une enquête complète. Si vous avez coopéré à la fraude de Victoria, même passivement, vous êtes fini. J'ai regardé autour de la table. Quelqu'un d'autre veut se confesser avant que la SEC n'arrive. Silence. Bien. Voici ce qui va se passer ensuite. Chaque dollar prélevé dans ce fonds de pension sera restitué d'ici la fin de la semaine. Je le couvrirai personnellement s'il le faut, mais ces 300 employés vont récupérer leur retraite. Deuxièmement, nous mettons en place de nouveaux contrôles financiers. Tout transfert supérieur à 50 000 nécessitera une double autorisation. Troisièmement, Arthur Hastings va mener un audit d'investigation complet remontant à 2 ans. S'il trouve d'autres malversations, des têtes vont tomber. La réunion s'est poursuivie pendant 90 minutes. Nous avons restructuré la rémunération des dirigeants, gelé tous les contrats de conseil en attente de révision, et établi des protocoles de surveillance qui auraient dû exister des années auparavant. Quand nous avons terminé, les membres du conseil avaient l'air épuisés. Encore une chose, ai-je dit alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Brandon Stratton est licencié de son poste au développement commercial. Il a voté mon renvoi en sachant que j'étais l'actionnaire majoritaire. C'est soit de l'incompétence, soit de la complicité. Dans les 2 cas. Il est dehors. Personne n'a discuté. À 11h30, mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily. Papa, Brandon vient d'arriver chez moi. Il est dans un état lamentable. Il pleure, disant qu'il ne savait pas, que maman lui avait dit que tu n'étais qu'un employé. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai répondu, c'est ton frère. Aide-le si tu veux, mais il a fait son choix. Il devra vivre avec. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Finalement, il dit qu'il veut te présenter ses excuses. Dis-lui que je suis au bureau, ai-je écrit. S'il veut parler, il sait où me trouver.
Brandon est arrivé à 14h15. Martha a appelé de la réception. Monsieur Stratton, votre fils est là. Dois-je le faire monter? Donnez-moi 5 minutes, ai-je dit. Puis oui. Je me suis assis derrière l'ancien bureau de Richard. Mon bureau, maintenant. Et j'ai attendu. Quand Brandon est entré, il avait l'air de ne pas avoir dormi. Les yeux rouges, la chemise froissée, le genre de posture abattue qui vient de la prise de conscience qu'on a misé sur le mauvais cheval. Papa, a-t-il dit, se tenant sur le pas de la porte comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'entrer. Assieds-toi, ai-je dit, sans méchanceté. Il s'est assis, les mains croisées entre les genoux, fixant le sol. Je ne savais pas, a dit Brandon doucement. À propos des actions, du plan de grand-père, de tout ça. Maman a dit que tu n'étais que du personnel technique. Que grand-père me préparait à prendre la relève un jour. Elle a dit que te licencier était nécessaire pour l'avenir de l'entreprise. Et tu l'as cru, ai-je dit. C'est ma mère, a-t-il répondu en levant les yeux. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Parce que tu as 22 ans, pas 12, ai-je dit. Parce que tu travailles ici depuis 3 ans et que tu as vu comment fonctionne cette entreprise. Parce que tu étais dans ces réunions quand j'ai présenté la stratégie de RD. Quand j'ai négocié avec les fournisseurs. Quand j'ai sauvé des contrats que ta mère était sur le point de perdre. Tu as tout vu, Brandon. Tu as juste choisi de ne pas voir. Il s'essuya les yeux avec le dos de la main. Je suis désolé. Désolé et ne restaure pas le fonds de pension, ai-je dit. Désolé et n'annule pas le fait d'avoir voté pour licencier ton propre père. Désolé et n'est qu'un mot que les gens utilisent quand les conséquences se manifestent. Je sais, a-t-il chuchoté. Je m'adossai à mon fauteuil, étudiant mon fils. Il ressemblait tellement à Victoria. La même structure osseuse, la même façon de se tenir. Mais il y avait aussi un peu de Richard en lui. Peut-être quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu es renvoyé de Hartley Medical. Ce n'est pas négociable. Ce que tu feras ensuite ne dépend que de toi. Tu peux courir te réfugier chez ta mère, la laisser te convaincre que je suis le méchant, passer le reste de ta vie à me reprocher d'avoir ruiné son couronnement, ou tu peux grandir. Apprendre de tout cela, et déterminer quel genre d'homme tu veux être. Que voudrait grand-père que je fasse, a demandé Brandon. Ton grand-père te dirait que le caractère ne s'hérite pas, ai-je répondu. Il se construit, une décision à la fois. En commençant par savoir si tu sors d'ici en blâmant les autres ou en acceptant que tu as fait une erreur. Brandon s'est levé lentement. Est-ce que je pourrais t'appeler un de ces jours? Pas pour le travail. Juste en tant que mon père. Tu as toujours pu le faire, ai-je dit. Tu dois juste décider si tu le veux. Il a hoché la tête, s'est tourné vers la porte, s'est arrêté à mi-chemin. Maman prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle a été au téléphone avec des avocats toute la semaine. Elle a dit à Tyler que tu n'avais pas encore gagné. Merci pour l'avertissement, ai-je répondu. Après son départ, je suis resté seul dans le bureau silencieux. Dehors, le soleil se couchait sur Foster City, peignant le ciel dans des tons d'orange et de violet. Richard avait coutume de dire que le coucher du soleil était le meilleur moment pour prendre des décisions. Quand le bruit de la journée s'était estompé et qu'on pouvait réfléchir clairement. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Arthur. L'avocat de Victoria a déposé une injonction pour tenter de geler toutes les décisions de l'entreprise en attendant la résolution du litige de propriété. Le juge l'a rejeté. A dit que la documentation est trop solide pour être contestée. Il ne lui reste plus rien. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le soleil glisser sous l'horizon et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Le dîner en hommage à notre héritage était mon idée. Pas une célébration. Richard aurait détesté ça. Juste un rassemblement discret des personnes qui avaient construit Hartley Medical avant que cela ne devienne une marque, à l'époque où ce n'était qu'une idée dans un atelier de San Mateo. Nous l'avons organisé au Rosewood Hotel de Menlo Park, dans une salle à manger privée, 60 personnes, des ingénieurs qui avaient travaillé sur la première chaîne de production. Le représentant commercial qui avait décroché notre premier contrat hospitalier en 1984. Le spécialiste de la réglementation qui avait fait approuver notre système d'imagerie par la FDA quand tout le monde disait que c'était impossible.
Les investisseurs d'origine de Richard, ceux qui avaient cru en lui quand équipement médical signifiait bassins hygiéniques et thermomètres, et non des machines de diagnostic qui sauvaient des vies. Je n'ai pas invité Victoria. Elle n'était pas sur la liste des invités parce qu'elle n'avait jamais fait partie de ceux qui avaient construit. Seulement de ceux qui avaient pris. La pièce était chaleureuse, discrète. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique, mais sans être guindé. Des nappes en lin, de simples compositions florales, le genre de soirée que Richard aurait approuvé. Pas de presse, pas de photographe, pas de mise en scène, juste les bonnes personnes disant les bonnes choses. Je me suis levé pour parler vers 20h30 après le dîner, mais avant le dessert, et la pièce est devenue silencieuse. Richard Hartley a construit quelque chose qui comptait, ai-je dit. Pas parce que ça rapportait de l'argent, même si c'était le cas, mais parce que ça résolvait des problèmes. Quand un hôpital de des moines avait besoin d'un équipement d'imagerie qu'il pouvait s'offrir, Richard l'a rendu abordable. Quand une clinique du Montana rural a eu besoin de pièces, Richard s'est assuré qu'il les obtienne. Il n'a pas construit cette entreprise pour l'héritage. Il l'a construite parce que les gens avaient besoin de ce que nous fabriquions. J'ai regardé autour de la pièce. Des cheveux gris, des visages marqués, des gens qui se souvenaient de l'époque où le succès signifiait expédier 5 unités en un mois au lieu de 500. Certaines personnes héritent de titres, ai-je continué. D'autres héritent de responsabilités. Richard connaissait la différence. C'est pourquoi il a confié l'entreprise à des personnes qui comprenaient ce que construire signifie réellement. Pas le marketing, pas le positionnement de la marque, pas les appels sur les résultats trimestriels, le travail, le vrai travail. De discrets applaudissements, sincères et chaleureux. Ce n'étaient pas des gens qui applaudissaient pour la forme. Ils applaudissaient pour la vérité. Après le discours, j'ai fait le tour de la salle, j'ai serré des mains, j'ai entendu des histoires sur Richard que je n'avais jamais entendues. L'ingénieur qui se souvenait de Richard en train de recabler personnellement un prototype à 2h du matin parce que l'entrepreneur l'avait mal fait. Le comptable qui se rappelait que Richard avait accepté une baisse de salaire pendant la récession pour ne pas avoir à licencier les ouvriers de la chaîne de montage. Votre beau-père était quelqu'un d'authentique, m'a dit l'un des premiers investisseurs. Une espèce rare. Il se souciait plus du travail que du mérite. Je suis heureux qu'il vous ait confié cela. Moi aussi, ai-je dit. À 21h40, je suis sorti pour prendre l'air. Le jardin de l'hôtel était calme, juste le bruit de l'eau d'une fontaine et le bourdonnement lointain de la circulation sur la 101. J'ai desserré ma cravate, respiré l'air frais de novembre. Papa. Je me suis retourné. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, éclairée à contre-jour par la douce lueur venant de l'intérieur. Je croyais que tu étais à l'université, ai-je dit. J'ai pris la voiture, a-t-elle répondu en s'approchant. Je ne pouvais pas rater ça. Grand-père aurait voulu que je sois là. Nous nous tenions ensemble dans le jardin, père et fille, regardant la fontaine recycler la même eau dans des boucles interminables. Maman m'a appelé aujourd'hui, a dit Émilie. Elle voulait que je te convainque de trouver un accord. Elle a dit qu'elle abandonnerait toutes les poursuites judiciaires si tu lui donnais un siège au conseil d'administration et un poste de consultante. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que grand-père ne lui avait pas laissé l'entreprise parce qu'elle n'avait jamais appris à construire, seulement à prendre. Puis j'ai raccroché. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. C'était dur. C'était honnête, a corrigé Émilie. Il y a une différence. À l'intérieur, le quatuor a recommencé à jouer. Quelqu'un a ri, le son portant à travers la porte ouverte. Que va-t-il se passer maintenant, a demandé Émilie. Avec l'entreprise, avec maman, avec tout ça. Maintenant, nous construisons, ai-je dit. La même chose que nous avons toujours faite. Nous fabriquons des équipements qui fonctionnent. Nous payons nos employés équitablement. Nous honorons le fonds de pension. Et nous n'oublions pas pourquoi Richard a commencé tout cela en premier lieu. Et maman? Ta mère possède 18% d'une entreprise qu'elle a essayé de voler, ai-je dit. Elle recevra des dividendes, assistera aux assemblées d'actionnaires et vivra confortablement, mais elle ne dirigera jamais Hartley Medical. Ce train est passé le jour où elle m'a licencié. Bien, a dit doucement Émilie. Nous sommes rentrés à l'intérieur ensemble. La soirée s'est poursuivie jusqu'à près de 23h. Les gens sont partis par deux ou en petits groupes, promettant de rester en contact, de se souvenir du bon vieux temps,
d'honorer ce que Richard avait construit. À 23h30, il ne restait plus qu'Arthur Hastings et moi, assis dans la salle à manger vide avec du café froid et la satisfaction du devoir accompli. Richard serait fier, a dit Arthur. Richard a rendu cela possible, ai-je répondu. J'ai juste suivi ses instructions. Vous avez fait plus que ça, a rétorqué Arthur. Vous avez protégé ce qu'il a construit. Ça vaut quelque chose. 8 mois plus tard, Hartley Medical a annoncé le trimestre le plus rentable de l'histoire de l'entreprise. Nous avions restauré le fonds de pension, renégocié les contrats fournisseurs, et décroché 2 grands réseaux hospitaliers. Brandon s'était inscrit à un programme de maîtrise à Berkeley, étudiant l'éthique des affaires, de toutes choses. Il appelait tous les dimanches. Nous y travaillions. Victoria s'est installée à Santa Barbara, faisant du conseil pour des startups médicales, utilisant son nom de jeune fille professionnellement, Hartley Consulting. Elle a essayé de construire son propre héritage, séparément de l'entreprise qu'elle avait perdue. J'ai entendu dire qu'elle avait un succès modéré. Je ne suivais pas cela de trop près. Emily a terminé son diplôme de journalisme et a rejoint le département des communications de l'entreprise. Non pas parce que je lui avais donné le poste, mais parce qu'elle l'avait mérité. Richard aurait aimé ça. Parfois, tard le soir dans mon bureau, je m'asseyais sur la chaise que Richard avait utilisée et je pensais au choix qu'il avait fait toutes ces années auparavant. Me confier son entreprise au lieu de sa fille, construire des protections dont elle ignorait l'existence. Planifier un avenir où la compétence comptait plus que le sang. Il avait vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu moi-même. Ou peut-être qu'il avait juste vu Victoria clairement et avait fait le seul choix qui avait du sens. Quoi qu'il en soit, Hartley Medical System a survécu, non pas grâce à un nom ou à un héritage.